Revenons à la base. Au cours des derniers épisodes, on a discuté de l'évolution de l'immigration à Montréal et des difficultés éprouvées par les personnes immigrantes pour s'insérer dans le marché du travail. Nos invités nous ont offert des conseils pour amorcer un changement de culture organisationnelle et améliorer cette intégration. Mais pour les employeurs qui souhaitent recruter des immigrants, il reste une question cruciale. Concrètement, par où doit-on commencer? Vous écoutez Biais d'entrée, le balado qui favorise l'inclusion en entreprise des personnes immigrantes. Je m'appelle Déborah Cherenfant. Mes invités d'aujourd'hui sont ici pour vous donner des conseils pratiques et partager leurs expériences pour mieux embaucher, accueillir et intégrer ces nouveaux employés. J'accueille donc Chloé Frelon, présidente et fondatrice d'URL, un cabinet conseil en diversité et inclusion, Madeleine Myrtil, vice-présidente entrepreneuriat et engagement au groupe 3737, Souleymane Guissé, chargé de projet à la formation au comité sectoriel de main-d'œuvre, économie sociale et action communautaire, ainsi que Francine Pomerleau, présidente directrice générale des industries Sandrex, une entreprise qui a fait de la main-d'œuvre issue de la diversité une partie intégrante de son ADN depuis plus de 10 ans. Francine, je vais d'ailleurs commencer avec vous. Pouvez-vous nous expliquer ce que fait Sandrex en quelques mots? Sandrex, on est une PME d'environ 80 employés située dans l'est de Montréal. Nous fabriquons des matériaux de construction que l'on vend principalement aux États-Unis. Et nous sommes reconnus pour la diversité de nos employés parce que 50% de nos employés sont issus de la diversité. Alors, c'est ce qui a fait en sorte qu'on a reconnu et on a mis ça de l'avant. Qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui à la plus-value de votre entreprise et qui a été peut-être acquise avec l'embauche de personnes immigrantes? Pour moi, la diversité, c'est vraiment une richesse. Donc, c'est d'avoir différents points de vue autour de la table, d'avoir une ouverture d'esprit également. Pour moi, c'est toujours ce que je répète. C'est vraiment une richesse pour l'entreprise. Francine, pouvez-vous nous dire quelle a été votre principale motivation quand vous avez décidé d'entamer ce virage vers l'inclusion? Très souvent, les motivations, elles sont personnelles. Pour moi, je fais partie de la diversité. Étant une femme dans le milieu manufacturier, dans le secteur de la construction, je dis toujours que ça m'a rendue empathique à la cause. Je pense que j'ai l'empathie. Je suis capable de me mettre à la place. Je sais ce que c'est d'être la seule femme dans un groupe. D'être une minorité. D'être une minorité, d'être la seule personne qui parle français dans un groupe. J'ai un ressenti. C'est ça. Donc, j'ai un ressenti par rapport à ça et c'est ce qui m'a donné le goût de faire une différence au sein de mon entreprise. Je pense que c'est difficile de changer le monde, mais on peut faire une différence autour de nous. Définitivement. Ouais. Je pense que j'aimerais entendre peut-être Chloé, Souleymane, Madeleine. Vous êtes tous les trois, on peut dire, impliqués au sein d'organisations ou d'organismes qui travaillent avec de la main-d'œuvre diversifiée ou qui font la promotion de cette inclusion-là, de cette diversité. On est nombreuses à avoir vu les différentes études, les différents rapports, que ce soit de Harvard, que ce soit de McKinsey, sur à quel point la diversité améliore la rentabilité des entreprises. Et pourtant, il continue à exister des faux pas. Madeleine, j'aimerais peut-être vous entendre là-dessus. Comment est-ce qu'on peut éviter les faux pas encore qui existent dans l'inclusion de personnes immigrantes en emploi? C'est une très bonne question, Déborah. Et oui, c'est vrai que c'est un enjeu important. Je dirais tout de suite que le premier point, c'est d'être conscient de ce qu'on appelle les biais inconscients. Les fameux préjugés qu'on a envers certains groupes marginalisés, envers certains genres également. Donc, ça, déjà là, d'être conscient de ces biais-là, notamment les stéréotypes. Donc, on sait, exemple, les hommes sont mieux que les femmes pour tel type de corps de métier. Donc, ça fait partie justement des erreurs souvent que les entreprises vont commettre lorsque c'est le temps, exemple, d'embaucher des candidats, donc dans le processus de sélection. Souleymane, je serais curieuse, quel conseil vous donnerez à une entreprise qui veut aller chercher et recruter ces personnes immigrantes, nouveaux arrivants peut-être? Est-ce que vous avez ce type d'approche d'entreprise qui viennent vous voir pour recruter cette main-d'œuvre diversifiée?
Oui, en fait, quand j'écoute les collègues, en tout cas, quand j'écoute les gens avec qui je suis autour de la table, il y a un mot qui me vient donc à l'esprit: planification, organisation. Effectivement, il y a des organisations qui viennent vers nous, mais souvent ils sont en mode réaction. Donc il n'y a rien qui est planifié, il n'y a pas de vision en termes au niveau des valeurs, et ça fait qu'en fait que la machine ne prend pas. L'enjeu, c'est que aussi on est dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, donc qui fait que souvent les organisations sont en mode réaction. Francine, j'étais curieuse, combien de temps vous avez mis pour bâtir cette réputation, j'ai envie de dire, de Sandrex, pour d'avoir cette stratégie inclusive? Parce que vous parlez que vous, ça fait 8 ans, mais l'entreprise avait déjà une culture, une approche depuis une vingtaine d'années. Mais concrètement, vous, ça faisait combien de temps que vous avez mis en place cette stratégie et qu'elle a fonctionné surtout? Ça a pris combien de temps? Bien, je pense qu'effectivement, ça prend du temps parce que il faut prendre le temps de comprendre les réactions des gens et dire, OK, comment on fait pour s'attaquer à ces paradigmes-là? Puis c'est beaucoup de se poser des questions lorsque on essaie, on embauche des gens et ils quittent. Mais pourquoi ils ont quitté? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Comment? Moi, souvent, je dis, c'est qu'il faut regarder les barrières. Madeleine, vous aussi, au groupe 3737, vous aidez les entreprises à recruter des travailleurs immigrants et vous en accueillez également. Vous procédez comment pour les attirer? Donc, il y a premièrement au niveau de l'affichage. Donc, c'est sûr et certain que quand on affiche, nous, on utilise les réseaux. Les réseaux où est-ce qu'on sait qu'il y a justement des gens issus de la diversité ethnoculturelle qu'ils utilisent. Donc, ça, c'est la première chose. Autre chose également, dans le langage, lorsqu'on affiche les postes, le langage qui est utilisé, on fait attention au choix des mots parce que les mots peuvent avoir des connotations différentes. Donc, on s'assure justement que dans le langage, dans le vocabulaire qui est utilisé, que ça soit inclusif. Troisièmement, également, on utilise des organisations, justement, qui reçoivent des nouveaux immigrants. Notamment, il y a ALPA, d'autres organisations comme celle-ci, donc qui accompagnent les immigrants. À ce moment-là, on utilise ces organisations-là pour nous permettre d'avoir un bassin plus grand de candidats pour nos différents postes. Chloé, comment est-ce qu'on attire les immigrants et nouveaux arrivants en emploi? Je vais rebondir sur ce qu'on a dit tantôt, les fameux programmes de référencement qu'on a à l'interne des organisations, où si vous nous référez un de vos amis ou un de vos contacts, vous avez une prime de référencement, qui est quand même assez répandue là, dans les organisations et qui semble souvent des bonnes idées. Oui, mais jusqu'à une certaine étape, parce que quand on commence à porter tous nos efforts de recrutement sur ce programme-là, mais on commence à créer des clones. On répète les gens. Fait que si on a en plus identifié qu'on a un enjeu d'homogénéité de main-d'œuvre avec des gens qui sont très, très similaires, très peu de diversité, mais on va juste perpétuer ce genre de système-là. Donc, ma première recommandation, c'est faire attention à ce programme puis pas mettre trop nos œufs dans ce même panier. Et le deuxième conseil que je donnerais, c'est d'autant plus si on est dans une organisation, dans une industrie très homogène, puis historiquement très homogène, donc peut-être manufacturier, technologie, ce genre de milieu-là, mais peut-être l'industrie a une réputation d'être pas très ouverte aux profils plus différents qu'on a l'habitude d'embaucher, donc peut-être des portes ouvertes. Ça a l'air super niaiseux, ça a l'air très évident. Une idée des années 90. Oui, mais promis, ça fonctionne. On ouvre nos portes, puis là, peut-être, c'est là où on peut aller chercher des organismes, surtout qui travaillent avec la jeunesse, avec la relève, et puis leur montrer nos carrières. Puis viens-t'en dans notre organisation. Pour 24 heures, on va te montrer nos métiers, on va te dire que c'est le fun. Puis la prochaine fois que tu parleras à ton conseiller d'orientation, peut-être que tu voudras penser à cette future carrière pour toi. Je vais voir sur les 3 experts si ce que vous mentionnez se confirme sur le terrain, j'ai envie de dire. Francine, est-ce qu'il y a des éléments que nos 3 experts invités ont mentionnés qui ont fonctionné dans votre cas pour attirer des personnes immigrantes et nouvelles arrivantes au sein de votre entreprise? Oui, absolument. C'est sûr que on fait beaucoup de promotion des valeurs de l'entreprise, de nos valeurs d'inclusion. Et attirer les gens, c'est une chose, mais ensuite, pour les intégrer et les retenir. C'est ça, aussi. exactement. Comment vous y prenez? Alors, nous, de notre côté, on a fait beaucoup d'efforts, d'abord pour l'accueil. Donc, pour nous, ce sont les 2 premières semaines. Donc, d'accueillir la personne, c'est un programme qui est structuré,
qu'on applique pour tout le monde, là. C'est le même programme pour tout le monde, mais on a vraiment fait l'effort, rencontrer différents intervenants, visites d'usine, des rencontres individuelles, beaucoup d'enfants sur la santé et sécurité au travail, bien sûr, mais on a aussi mis en place un programme d'apprentissage en milieu de travail qui est sous le principe de l'apprenti et du compagnon. Et là, ce programme-là, ça fait une grande différence. On a mis en place un programme d'apprentissage où, à chaque 6 mois, chacun des employés est rencontré et il a un programme d'apprentissage individuel, ce qui fait que chaque personne qui entre dans l'entreprise voit ce qu'il doit faire pour progresser et voit que le programme d'apprentissage, il est égal pour tous. C'est le même pour tous. Alors, tout le monde est sur le même pied d'égalité, reçoit les mêmes indications, le même accompagnement individuel et à ce moment-là, peut progresser au sein de l'entreprise à son rythme. Et puis, comme on dit, avec le temps, comme maintenant, nous, c'est la moitié de nos employés qui sont issus de la diversité. Alors, les gens voient que c'est possible. Je peux devenir chef d'équipe si je veux. Je peux devenir contremaître. Donc, voient les opportunités de croissance. C'est vrai. Chloé, pour les entreprises qui ne sont pas dans cette industrie, mettons, qui n'ont peut-être pas devant eux une visibilité sur un programme d'apprenti comme celui qu'évoque Francine, qu'est-ce qu'on pourrait leur suggérer pour faire en sorte qu'ils retiennent leurs employés qui sont des personnes immigrantes ou nouvelles arrivantes? J'aimerais d'abord apporter une notion qui me semble super importante. Comme n'importe quel groupe dans la société, les personnes immigrantes, c'est pas un groupe homogène. Donc, je voudrais faire un appel à l'intersectionnalité, puis rappeler que y a plein de réalités différentes chez ces personnes-là. Il y a des personnes neurodivergentes, des personnes parents, des hommes, des femmes, des personnes non-binaires, des personnes plus jeunes, plus âgées, etc. Donc, je sais bien qu'on aborde ce sujet-là parce qu'on est obligé de faire des généralités pour parler du sujet, mais se souvenir que donc toutes ces réalités existent et que souvent une méthode de travail qui vient accommoder plein de besoins différents, c'est la flexibilité. Une flexibilité d'horaire, une flexibilité de tâches, une flexibilité d'heures de travail, de temps de travail, etc., etc. Madeleine, Souleymane, Chloé, par où commencer pour embaucher, mais aussi inclure des personnes immigrantes au sein d'une entreprise lorsqu'on n'a jamais fait ça? On commence du début, l'organisation. Donc, les valeurs de l'organisation, qu'est-ce qu'on est comme organisation, qu'est-ce qu'on veut promouvoir. Donc, on commence avec un plan, on commence avec une volonté et de faire des actions intentionnelles. Donc, au niveau de la mission, de la vision de l'entreprise, il faut que ça soit inclus. L'inclusion, c'est pas un checklist. Et ça, c'est vraiment important. La diversité, l'inclusion, c'est pas un checklist. Faut avoir cette volonté claire. Faut avoir un plan également. Et faut avoir une conscientisation au niveau des différents paliers de l'organisation pour qu'on puisse bouger du même sens pour justement avoir une organisation plus inclusive. Deux conseils, en fait, on commence par une démarche parallèle en ciblant 2 axes. L'axe représentativité, donc on a beau faire tout, c'est-à-dire il faut qu'on soit représentatif, donc on va cibler les personnes issues des groupes sous-représentés. En même temps qu'on fait cette démarche-là, on travaille sur l'inclusion, c'est-à-dire sur le climat, la culture organisationnelle, mais représentativité et climat inclusif de l'organisation. Chloé? L'inclusion, il y a la phrase que vous connaissez souvent, sûrement, l'inclusion, ça commence par soi-même. Donc, on commence par soi, puis on se demande à quel point on contribue ou peut-être qu'on ne contribue pas à ce climat organisationnel inclusif qu'on va rechercher. Et du côté plus organisationnel, donc l'organisation en tant que telle, on va vouloir collecter des données quantitatives, des données qualitatives qui vont venir nous aiguiller puis nous dire où est-ce que le bas blesse, puis où sont mes zones d'action sur lesquelles je vais devoir travailler. Francine, est-ce qu'il y a un élément qu'on n'a pas abordé dans le cadre de notre échange? Quelque chose qui se vit en entreprise et qui serait peut-être une mise en garde pour les autres entreprises qui voudraient embaucher des personnes immigrantes? Une prise de conscience à avoir? Oui, absolument. Je pense que c'est important. Tu sais, souvent, on a parlé beaucoup de ce qu'il faut faire pour attirer, retenir, mais lorsqu'on se lance dans la diversité et l'inclusion, il faut aussi être conscient qu'il peut arriver des situations qui sont imprévues. Donc, il faut savoir que
Dans une entreprise, on a des gens qui sont très différents. Et une mauvaise blague, ça peut arriver, un commentaire, une remarque désobligeante. Et il faut être prêt à agir lorsque ça se produit. Et comment on agit, justement, quand ça se produit? Parce que là, vous évoquez ce que d'autres personnes appelleraient des micro-agressions, des micro-humiliations. Bref, comment est-ce qu'on se comporte comme gestionnaire, comme PDG? Vous réagissez comment? Vraiment, c'est au niveau de toute l'équipe de gestion. Et quand je vois justement un gestionnaire réagir rapidement, je suis vraiment très fière de voir ça, de voir. Mais ce qui est important, c'est d'aller voir justement la personne qui a émis le commentaire. Ou parfois, les gens vont dire c'était simplement une blague. Mais d'aller voir aussi la personne qui l'a reçu pour voir comment cette personne-là s'est sentie. Et de demander aussi si cette personne souhaite avoir une rencontre à 3 pour reparler de la situation. Donc, il faut être conscient qu'on aura à gérer parfois des situations comme ça. Que ce ne sera pas tout rose comme processus. Au-delà d'avoir mis du temps, d'avoir inclus un langage qui s'adresse ou diffusé dans des réseaux, mais après, il y a la gestion interculturelle, je vais le dire comme Exactement. Ça, qui doit se passer sur place. On vit dans une société, les gens ont toutes sortes de bagages. Et moi, je suis une femme, donc autant un commentaire peut être sexiste, peut être raciste, et ce serait d'avoir des lunettes roses de penser qu'il n'y a jamais rien qui va se produire. Alors, il faut simplement être prêt, avoir des gestionnaires qui ont été formés à comment réagir et ensuite de mettre ça en application. Chloé Frelon, Madeleine Mertil, Souleymane Guissé et Francine Pomerleau, merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Un grand merci aussi à tous les invités que nous avons reçus dans cette 2e saison de Billets d'entrée. Leur expertise et leurs expériences nous ont permis de mieux comprendre la situation des personnes immigrantes au Québec, mais aussi de vous proposer des réflexions et des outils pour mieux les accueillir et les intégrer au sein de vos entreprises. Billets d'entrée est présenté par la Ville de Montréal avec le soutien financier du gouvernement du Québec et produit par l'agence Sidley. Je m'appelle Déborah Cherenfant et je vous remercie de nous avoir écoutés tout au long de cette 2e saison. À bientôt.